Paul Verlaine, Mes hôpitaux. Chapitre 1. Au moins, ce ne fut pas la faute de la littérature, qui l'aurait comblée d'or et d'honneur, mais bien un peu la sienne propre et celle d'autrui, n'est-ce pas, chère madame, s'il s'était trouvé à l'hôpital. Sans plus insister sur ce point aussi bien insignifiant, ce n'est pas moi qui parlerai, c'est lui qui parlera, et ce, plutôt impersonnellement, selon son tempérament particulier de poète comme ça. Dans de hautes salles, dans un littéral palais, se passèrent les semaines d'apprentissage. Les immenses rideaux blancs aux fenêtres et le beau soleil de juillet qui lui fit garnir l'âme d'une chaude fraîcheur qu'entretenait au point quelque argent comptant et à échoir à coup sûr, en sorte que la situation actuelle, sur place et au dehors, n'apparaissait pas pénible, fière tout au plus dans son embarras léger. Des médecins en chef et de leurs états-majors, d'internes et d'externes, qu'on dire sinon qu'ils étaient très bien, des employés aussi, l'Église dit serviteurs, et des malades, sinon que les pauvres gens faisaient de leur mieux pour guérir. Une mort seulement sur ces 40 et quelques jours, un vieillard qui s'éteignit en balbutiant « Maman, maman !» Et en somme, une très bonne impression première, un début courageux mais facile. Moins facile, sinon moins courageuse, la seconde épreuve supportée. Au palais dur et cru, comme protecteurs, ont succédé des baraquements, sapins et briques, à l'instar, paraît-il, des hôpitaux volants américains. L'extérieur ressemble passablement à quelque abattoir, et dedans c'est l'architecture d'une chapelle méthodiste. Il n'y manque que des citations de saint Paul sur écriteau blanc accrochés au mur de bois verni. On dirait aussi du Cursal, d'une station balnéaire nouvellement installée. Ces 2 jours après la Toussaint, les fenêtres donnent sur un jardin d'horticulteurs fleuristes, riverains du chemin de fer de Ceinture. Un rang d'acacias joue la lisière d'un bois dont l'intérieur des fortifications vues derrière serait l'épaisseur, mais les feuilles se raréfiant, défont vite cette illusion des yeux. Les médecins et les élèves sont toujours parfaits, mais semblent à la fois un peu bien sceptiques et infatués. Le personnel, mon Dieu, toujours irréprochable, mais les malades ne paraissent pas raffolés du départ des sœurs. Eux-mêmes sont quinteux et quelques-uns plus bêtes que de droit. Vers 2 heures, le garçon de nuit range sur un grand buffet central appelé appareil les pots d'étain pour les tisanes. Une alaise ou demi-drap, dont il va les couvrir durant le balayage, fait l'effet, comme il l'a jeté sur ses épaules dont elles pendent autour de son corps et le long de ses bras, du surplis d'un prêtre disposant un tas de saintes huiles. De l'ouate en tampons et en flocons, çà et là, complète la vision. Bon sommeil parfois. On vous réveille au petit jour pour y faire vos couvertures. Une fille de salle est une paysanne récemment descendue du train, presque du coche. Un peu simple, sans trop de naïveté, et très bonne, vraiment. Pas l'ombre d'une pensée d'intérêt. Elle s'y prend si gentiment pour vous dire « Paresseux, dressez donc, vous, qu'on arrange vos oreillers », qu'on est tout charmé, sans pouvoir retenir un sourire vaguement sensuel, car elle est jeune encore et de gentil visage. Guère d'incidents au cours d'un semestre d'hiver écoulé parmi la touffeur de feu de coq dans de la fonte. Un alcoolique, un cocher, très raisonnable dans la journée, s'échappe un matin vers 4 heures et saute mi-nu par une des fenêtres, de plein pied d'ailleurs, à quelques 50 centimètres près, et revient en civière, arrêté qu'il avait été par des hommes de l'octroi avec cette parole
Mais c'est pas moi, je vous assure. Il fait un clair de lune glacial, découpant les objets comme avec des ciseaux, faussant toute perspective, soleil louche aux rayons fous, et c'est très tessrétien et très canidiaque. Mort insignifiante. Et puis l'on s'y fait. Situation pécuniaire assombrie, qui va tourner à l'obscur. Un entracte noir absolument. Misère et presque corde, si bien qu'une recrudescence de la maladie et la rentrée dans un troisième hôpital sont les bienvenus. Au moins, c'est la paix loin des gens et la souffrance laissée tranquille. Les idées de mort, mort aux gens, mort à soi-même, s'évaporent dans les odeurs d'éther et de phénol. Le sang bat plus calme, la tête résonne de nouveau, les mains se font ce qu'elles furent plutôt toujours, bonnes et paisibles. Aussi bien le lieu sied à l'apaisement qu'il crée, fin du XVIIIe siècle, avec arrangement et accommodement, Louis-Philippe et 48. L'intérieur de l'immeuble a surtout un air de ces maisons de province à très haut plafond. Le parquet, cruellement ciré, parfois bombé de vétusté, dit par sa disposition en fantasque biseau l'âge considérable de ce logis. C'est dans une petite salle en retrait d'une autre beaucoup plus longue, derrière un tambour vitré isolant, sans isoler du reste, des malades qui sont 4. Cela forme chambre, prenant jour largement, sur un faubourg relativement peu passant de la rive gauche, en face du jardin vert clair d'un établissement supérieur de l'État. Nous sommes au printemps, il y a des oiseaux. L'intensité de la situation, à la fois désespérée et à essayer de sauver par la patience, quand tout pousse à des violences superbes qui perdraient affreusement les choses, met un bandeau sur les yeux et de la cire dans les oreilles. Des laideurs non intéressantes, sans nul doute, et des sottises que de la banalité rend plus horribles encore, échappent. Une chapelle odieusement moderne où toutefois chante une jolie voix sur un harmonium discret. Comme il y a un affreux costume pour les femmes, on n'y voit point de malades du beau sexe, à l'exception de 2 ou 3 vieilles et de toutes fluettes gamines, déjà pleines d'œillades pour la plupart. Pareil qu'il existe au fond à gauche du pavillon d'accouchement des baraquements comme là-bas. Merci, souper. Le gaz, en le définitif hôpital, est contenu dans son juste rôle de domestique. Il éclaire les cuisines, offices, corridors, escaliers et les cabinets. Définitif s'emploie ici parce qu'on aspire à ne plus fréquenter dans ces sortes d'asiles, quitte à envahir des gîtes pires, si la malchance s'obstine aussi. Chapitre 2. Là, là, tout beau, monsieur du poète. La vie n'est pas si courte que cela, ni si brève. Elle est faite de transitions. La patience y a son rôle qui est prépotent. D'autre part, les causes déterminantes de votre initiation des hôpitaux n'ont pas tant s'en faut disparu. Enfin, le vœu de connaître d'autres abris n'était pas raisonnable et se trouvait peut-être trop ambitieux dans l'espèce. Vous l'avez compris et vous vous êtes soumise à l'inévitable. De nouvelles impressions vous attendaient dans les mêmes milieux, et s'il doit y avoir une fin différente de la fin naturelle à ces habitudes d'ascète un peu malgré soi, nul ne le sait. Toujours est-il qu'il y existe une suite dont témoignent les quelques fragments qui vont suivre et que voici succinctifiés. On a prononcé le mot de convalescence, et c'est maintenant un pavillon central, diminutif et simplificatif du pavillon central des Tuileries, mais napoléonisé par un vaste écusson impérial de front.
l'aigle au repos sur des foudres, et derrière, en draperie, le manteau semé d'abeilles, fourré d'hermine que borde le collier d'aigle minuscule, où pend une grosse croix d'honneur, le tout de pierre bien entendu. Assez lourd et banal et laid, par parenthèse, soit dit, sans manquer de respect à César décédé. À droite et à gauche, un rez-de-chaussée, un étage de hautes vitres, et en retour, deux ailes, pierre, briques et bois, suggestives d'immenses communs, écuries et remises sans fin, le tout un peu grandiose, avec quatre grands jardinets autour d'un bassin assez vaste, et bien en avant une énorme pelouse piquée çà et là de corbeilles plutôt pauvrement fleuries. Mais le palais n'est-il pas pour les pauvres, et faut-il l'oublier? Les bâtiments s'enfoncent très profonds, sous forme de galeries latérales, assez basses pour que l'œil discerne légers éclairs, les arbres gentils d'un bois plébéien des environs immédiats de Paris, au milieu duquel d'ailleurs, comme dans une clairière, s'élèvent ces constructions, après tout agréables. C'est Napoléon III, le bien intentionné, qui fonda cet asile pour les convalescents des hôpitaux. La disposition même des œuvres intérieures, le caractère même des us et coutumes de la maison, proclament jusqu'à l'excès cette origine. Longs couloirs de caserne, chambrés à trois lits, qui rappellent les petites salles d'hôpitaux, et une discipline un peu de prison. Les réfectoires aux tables de marbre rouge, aux colonnettes de fonte gaiement vernies, reportent la mémoire aux premières manifestations des bouillons du Val, cette création de la seconde époque impériale à son apogée. Les noms, pour la plupart suisses, des galeries salies et dortoirs, sonnent bien dans une institution de l'élève favori du brave général Dufour. Enfin le règlement, œuvre évidente du philanthrope, teint de fourriérisme qui fut le vainqueur de Sarrouk, ce règlement lu et relu à toutes occasions par des surveillants, j'allais dire par des gardiens à moustache grise, d'ex-grenadiers de Magenta, de médaillés du Mexique et de Chine, fleure bien du prisonnier de Ham, non sans quelque fumet de militarisme à Taval. Il n'y a pas jusqu'au circenses pour flanter le panem des réfectoires, que les salles de chant et de jeux de bois, échecs, dames, dominos ou mieux doche, ne suggèrent point au point de vue décadent de ce que la rhétorique encore en usage dans les journaux à un sou appellerait les dons funestes d'une dictature heureusement pulvérisée sous le relèvement national. On reviendra tout à l'heure sur la salle de chant. La salle de jeu est, comme du reste la salle de chant, un vaste parallélogramme meublé de longues tables et de bancs, où l'on fume en arrivant à dames ou en posant le double dèche. Mais entre les deux réfectoires, dissimulés par d'amples draperies d'étoffes rouges sombres, c'est surtout la chapelle qui parle plus haut du fils d'Hortense et de son règne, tant le blanc et or de l'autel et du rétable, tant le tapis rouge des degrés, tant les grilles et la lampe mordorée et l'harmonium, accompagnateur à messe basse de dames et de messieurs du dehors, évoquent les messes des Tuileries, où s'épanouissait en ses robes miraculeuses la toute belle impératrice et se gonflait un état-major de chambellans et de maréchaux, où l'empereur somnolait comme attentif. Seulement ici, les fidèles sont au contraire de pauvres diables, étonnés de se trouver là, sous le regard à moitié bienveillant des employés gantés de philosèle, et très dévotieux, scrogneux. Clic-clac, les deux voitures de l'administration, bondées de convalescents, cueillis aux quatre points cardinaux de l'assistance publique, familièrement A.P., débusquent de la rue qui passe devant la grille d'honneur, franchissent cette grille et viennent déposer à la porte du bureau d'admission une trentaine d'entrants
qui, après les formalités d'usage, inscription, visite sommaire du médecin, première lecture des règlements par le capitaine, chef du personnel de surveillance, s'égaillent vers les chambrés désignés, en emportant sous leurs bras les effets d'habillement répartis à chaque convalescent, soit une paire de chaussettes et d'espadrilles, une chemise, un bonnet de nuit, un paletot-sac bleu de Prusse, une calotte de drap, même couleur, on est au premier jour de mai, le costume d'été, paletot plus léger et chapeau de paille, part du 15 de ce mois, un essuie-main et une serviette de table. Alors, direz-vous, tout convalescent est considéré comme possédant un pantalon? Mon Dieu, oui. Galerie chose, chambrée telle. Et le poète entre dans une pièce cirée, beaucoup trop pour son ankylose incomplète du genou gauche consécutive à une arthrite rhumatismale. 3 lits dont les convalescents doivent faire les literies tous les matins, d'après certains principes, comme au régiment, de même qu'ils doivent balayer et cirer ce parquet, hélas, si glissant. Les compagnons actuels du poète sont un gardien de square, un bonhomme peu causeur, et un tout jeune homme, 16 ans à peine, une tête blonde, très jolie fille anglaise, qui rose toutefois une grâce déjà virile. Il remarque la difficulté qu'éprouve le poète à mettre son espadrille gauche, se met gentiment à sa disposition. Mais la cloche sonne, on va dîner. Entrée lente au réfectoire, bon repas, meilleur qu'à l'hôpital. Même du dessert, quelle joie! Sortie en file indienne, sous l'œil terrifique un peu du surveillant préposé au réfectoire, après une récitation à haute et intelligible voix du sempiternel règlement. Promenade au jardin, une pipe ou deux, puis pour la première journée, toute de fatigue et d'excitement, au corrélatif, coucher somme suffisant jusqu'à 6 heures. L'heure de la soupe. Soupe très bonne, à se croire au hall, parole d'honneur. La seconde journée s'écoule entre le jeu de boules, si dans un petit bois séparé du grand par des palissades, et la bibliothèque assez bien fournie. Le poète y commence la lecture de l'histoire de la Restauration par Lamartine, après la douche de vapeur ordonnée semi-quotidienne. Livre intéressant, quoique et parce que méconnu et inconnu. Douche amusante comme tout. Le soir, ascension à la salle de chant. Le jeune homme de tout à l'heure y chante des romances d'une voix exquise, intelligemment conduite. En descendant pour la chambrée et la ruinité, il est félicité principalement par le poète, à qui il racontera quelques jours plus tard son histoire navrante et fière. Ils doivent quelques mois et quelques années plus tard se retrouver. Les semaines se passent ainsi sans grands incidents, et départ avec quelques louis en poche pour la liberté définitive. Chapitre 3. Bon, voilà les bêtises qui recommencent. Allons, bonhomme misère, bonhomme guignon, bonhomme pas de chance, retourne à tes hostos naturels. Et c'est pour la seconde fois le littéral palais, mais que changé, qu'assombri depuis les semaines d'apprentissage. Les hautes fenêtres aux longs rideaux blancs ressemblent à des vantaux d'une prison pour géants ou de quelques maisons de fous en rêve. D'argent comptant, plus. De l'argent futur, sûr toujours, mais moins. En attendant, le même soleil de juillet à un an d'intervalle, mais accablant aujourd'hui, comme colérique et colorifère dans sa fureur. Les mêmes hautes salles, on dirait rabaissées comme un ciel d'orage qui serait menaçamment blanc d'un blanc de faire chauffer à blanc
d'un blanc funèbre tel un convoi de vierges. Même médecin en chef. Il semble moins paternel avec de nouveaux suivants qui ne paraissent pas valoir les autres. Service à première vue moins attentif, jusqu'aux malades qui paraissent plus endurcis. Durant ce mois, pourtant torride et qui doit être malsain, pas un d'eux n'est mort, mais quelle mauvaise humeur, à peine suspendue par la fête nationale. Petits extras, quelque peu plus d'élasticité dans le règlement, une décoration intérieure, à bon marché, due à l'enthousiasme collectif des malades, guirlandes de papier et des RF faussement dorés sur des cartouches tricolores comme les guirlandes. 20 jours là passés. L'asile napoléonien, encore un coup. En août, un août pluvieux. L'an dernier, c'était par un beau mois de printemps. Il y avait des rosées de toutes nuances au long de balustrades envahies en ce temps par les fleurs aujourd'hui vertes et noires de feuilles et de branches. Les arbres des quinconces et du bois jaunissent par nombreuses places, et le vent emporte déjà les feuilles. Le vent aussi pleure dans les corridors à certains jours, et les courants d'air, toujours mauvais, commencent à devenir dangereux, ainsi que me le fait observer un Parisien pulmonique envoyé ici par erreur, indubitablement. Fraîches et plus les fins de nuit, et l'on se met à inaugurer le système d'hiver, qui consiste à plier en deux sur la longueur l'assez mince couverture qu'on s'était contenté de déployer jusqu'à ce temps exceptionnellement rigoureux. La nourriture qui, comparée à celle d'ailleurs suffisante et saine, quoique monotone des hôpitaux proprement dits, était réellement si bonne, si variée, contracte maintenant un goût à la fois de trop peu, dans le sens strict du mot, et de pas trop. D'aucuns parmi les convalescents attribuent ce changement pour un mal au départ imminent des sœurs. Leur remplacement rétablira-t-il le bon ordre d'auparavant, aussi bien dans la discipline vraiment paternelle, ou maternelle comme on voudra, que quant aux choses du réfectoire? Car ici aussi, quelques relâchements, que complémentent et corrollent, on serait tenté de le croire, quelques mal-talents pour la bonne administration, et l'équanimité, surtout, qu'il faudrait pour faire mieux, règnent trop et ne gouvernent pas assez. On s'ennuie. La bibliothèque est toute lue, connue chaque arbre du petit bois côtoyant une maison de fous et de folles de qui l'on entend les cris. Quels cris vers le milieu du jour! Addiobone meridiano libera nos domine. Les vaches même, laitières poules pulmoniques, qui pèsent dans une clairière en miniature, ne sont plus amusantes et n'ont pas l'air de s'amuser non plus. C'est navrant. Le soir vient, on a dîné réglementairement, se coucher pour ne pas dormir est bête, et l'on monte dans la salle de chant. Drôle, ça. Comme qui dirait la concrétion, la synthèse, la quintessence du goût musical parisien populaire. La romance y domine. Les vieilles reproductions en ce genre persistent. Les nouvelles battent à plate couture leurs contemporaines, à visée comique. C'est ainsi que, comme à 20 ans, moine et bandit, et tutti quanti, alternant avec Petit Pinson ou Carmen, vous n'avez pas d'âme, etc., sont bien plus fréquemment chantés, bien mieux goûtés, et en dépit du règlement un peu bien draconien, ici, applaudis à grand renfort de cannes, béquilles et béquillons, que tels ou tels docteur Isambard ou Joséphine elle est malade. C'est aussi bien une remarque faite depuis belle lurette que le faubourien, ou ce qu'on nomme ainsi,
c'est-à-dire le sceptique naïf et le gouailleur spontané par excellence, est volontiers élégiaque en musique, et plus épris du mélodrame sentimental et haletant, rosé et noir, que du vaudeville et de la farce. Nulle conclusion d'ailleurs à tirer de là, comme des trois quarts de toutes les remarques, n'est-ce pas? Mais quels interprètes pour la plupart! Les trois chansons historiques, on parle sérieusement, de la période dont nous venons de sortir un peu éclopés tous, en revenant de la revue, les piou-piou d'Auvergne, le père la victoire, jolies au possible comme timbre et comme poème, amusantes, spirituelles, très spirituelles même, quoiqu'en ait certains délicats qui seront toujours malheureux, se trouvent écorchés comme gestes faux comme la voix gutturale et traînarde, à moins que fêlée, au Paris, ou alors terriblement méridional, pataquès inouï, qui ferait douter si le chanteur comprend ce qu'il envoie, terminaison en haut des rimes, à l'instar de quelques artistes, de très infimes cafés-concerts, et ce par chic, par un naïf au fond et quasi touchant dans 10 mots. Et c'est gentil, si topographique, si l'on ose ainsi parler, où défilent sur des airs pimpants tous les quartiers et monuments de la capitale, dans des circonstances toujours drôles et drôlement racontées. Les statues en goguette, le Gaulois du pont d'Iéna, la chaussée Clignancourt, la Samaritaine, derrière l'omnibus, que bougrement et foutrement mal rendu par ces braves gens d'ordinaire délurés et faraud, autant que des convalescents peuvent l'être. Mais une fois sur les planches, c'est une véritable petite scène, apeuré, gauche et pâteau. Ce n'est que quand ils débitent du sérieux qu'ils deviennent comiques, sauf de rares exceptions. La romance, déjà pas mal ridicule, est essentiellement et prend des proportions de parodie à perte de vue dans ces honnêtes bouches où les rogommes passés, les accubranchites accumulent les notes les plus étonnantes. Il y a aussi la non-intelligence, sinon des choses chantées, du moins des intentions de l'auteur, galfâtre ou non. Par exemple, Les Bœufs de Pierre Dupont, admirable poème. J'ai de grands bœufs dans mon étable, le chef-d'œuvre peut-être, avec les pins et les sapins, du vrai poète intense, qui sortira du demi-oubli d'aujourd'hui. Vous les figurez-vous comme ils le furent à l'époque dont il est question, traduit avec l'accent affecté d'un rustaud de Seine-et-Oise, et la chanson patriotique. Pauvre grand cuirassier de la Roche-Falken, douloureuse Alsace-Lorraine, toute belle et toute pure figure de Marceau, du moins soyez clément à vos chantres dans ces demeures, à la pensée d'ailleurs que ce sont des pauvres, des infirmes, des souffrants, des simples pour la plupart, sincères dans le choix de leur numéro. Peut-être bien aussi qu'il y a parmi eux quelques survivants de la charge épique, dont pleure encore toute fière la patrie. Que ce gamin qui braille, il est mort, ce soldat stoïque, a dans sa giberne de scolote la feuille du collet et les étoiles de la Manche, que ce beau garçon à l'accent tudesque est un déserteur de l'armée du Reichsland. Mais quelle est cette voix? Le poète la connaît et ne la connaît pas, ou réciproquement. La fausse lumière, non pas de la rampe, car il n'y a pas de rampe, ou du moins pas d'éclairage à la rampe, mais de la salle que teintent obscurément quelques becs de gaz à globes dépolis, ne permet qu'après un temps de discerner les traits de celui qui occupe le théâtre en ce moment. Et il se trouve que c'est le jeune homme du printemps dernier, un peu grandi, et de qui l'organe de Ténorino a mué dans ce court intervalle en un velouté clair et chaud baryton. Quoi encore de particulier ici avant d'en partir pour toujours?
peut-être, et sans plus d'émotion qu'il n'est séant. Ah, si l'on veut ceci. Les visiteurs des convalescents sont admis à visiter aussi les diverses parties de l'établissement sous la conduite d'un employé ad hoc qui leur détaille les choses intéressantes. Cet honnête Cicérone ne manque jamais d'attirer l'attention de ses auditeurs sur deux immenses cartes d'Europe et des deux mondes, œuvre d'un convalescent peinte à fresque sur deux murs de la salle de jeu. Et il profère: ce convalescent, en outre du temps, 1 an à peu près, qu'il fut admis à passer à l'asile pour mener à bien son travail, obtint de la direction la somme de 500 francs et l'assurance, ou plutôt la certitude, d'une place immédiate dans une administration de l'État. Or, le jour de sa sortie et les quelques jours qui suivirent, 2 ou 3 au plus, il se grisa. Il fit la noce avec des femmes, bref, dépensa ses 500 francs, et eut l'audace de revenir solliciter un secours qui lui fut naturellement refusé. Il faut entendre les réclamations indignées des bonnes gens, parents pauvres pour la plupart, des pauvres pensionnaires qui viennent voir. Ah, saligo! Faut-il que les bons pâtissent toujours pour les mauvais? 500 francs, 2 ou 3 jours. Eh non, brave homme, et ma digne matrone, et mes pauvres enfants, avez-vous vous-même eu bien souvent 500 francs à votre disposition? Et vous figurez-vous quel trouble, quel littéral coup de gond dans une âme d'artiste peut-être de déclassé, qu'une pareille misérable fortune a emporté le paradis d'un seul coup? Ne paraît-elle pas toute dictée, cette conduite, au premier abord absurde, à d'anciens désespoirs invétérés? Mépris de l'avenir, dégoût du passé, indifférence pour une vie qui va, certes, recommencer plus âpre et plus désolante. Les jours s'écoulent, à la porte les convalescents, voire béquillards. Il y a une fin à tout. Les plus pauvres vont passer 3 jours dans une vague annexe où on est censé leur chercher du travail. Les autres se répandent par la ville en quête d'un ouvrage qui se cache et d'une santé en déroute. Chauves-souris de l'hiver parisien dont les hirondelles, selon les romances, seraient les petits ramonats. Clic, clac, fouette cocher. Les 2 voitures de l'administration, bondées de convalescents, franchissent les grilles de la cour d'honneur. Au revoir, camarades. Ou adieu, alors. Chapitre 4. Et voici le plongeon, le débat dans les roseaux, presque l'anéantissement mi-enlisement, mi-noyade, dans cette marne, la misère dite noire. La seule branche de saule frémissante, la planche providentielle unique, flottant encore un peu à portée, ce va être encore l'hôpital, grâce à la maladie qui se cramponne, bonne mais lente, pourvoyeuse à la Camarde. Et allons-y pour la 3e et 4e et quante fois de l'immeuble sur pilotis, abattoir extérieur, intime chapelle méthodiste. Changement de service. Des vieux, cette fois des chroniques comme on parle ici. Chronique, c'est presque saturnien, ça. Eh bien, vive les vieux. Ils ont leurs inconvénients, surtout physiques, mais on les leur passe en vertu de leur morale, qui au fond, étant ici peuple et simple, se trouvant peu chargé d'instruction et de lecture, ravi par son initiale et presque intacte sagesse et son expérience des faits, de faits attestés par leurs mots mêmes, tant tristement ridicules, soient ces mots, parfois, et par la grande misère du pauvre juif errant, que tu es, peuple qu'on pousse et qu'on abuse et qui t'insurge, toujours vaincu, le vaincu des balles et de l'improvisation dans l'esquintement. Même ne voilà-t-il pas que le prophète vient de faire du socialisme un possibiliste, et on en demande pardon pour lui aux belles dames,
qui n'auront pas lu ceci devraient défiler en masse profonde de docteurs et d'élèves. Tous les docteurs avec leurs nuances, gentils et plus pour la plupart. Les élèves, pas tous. Pour la majorité qui est aimable, informée, suffisamment attentive, il y en a d'affreux, d'abominables, vraiment poseurs et grossiers, traitant le malade en véritable prisonnier, en forçat, du haut de leur col cassé et de leur cravate claire à bijoux, faux, inhumains tout à fait, et insolents, comme dit si bien le peuple si nerveux de Paris. Pauvres d'eux au jour de la prochaine. Même dans leurs trous de province où les autres auront mené leurs études, ceux-là sont les cancres de la classe. La rancune ne les épargnera pas, des misérables continuer à être maltraités, et de plus alors rançonnés par ces médicastres. Le poète peut-être aussi, en des invectives, plus à la Martiale qu'à la Juvénale, les nommera sans éloge, ces petits cuistres qui l'auront bafoué sur son lit de douleur et d'affamé. Ce jour-là sera terrible, dies irae en miniature, et leur nom mal fait pour la postérité, pourtant y parviendra, en compagnie de bien d'autres, étonnés. Un interne aussi, un seul, fut vil et méchant. Son nom aussi retentira quand faudra. Mais empressons-nous de le dire, à la gloire, après tout, de cette lamentable humanité, ces gens-là ne forment qu'une infime exception, infime dans les deux sens du mot. On s'habitue à cette vie comme monastique, sans hélas l'oraison, et la règle suivie pour elle-même. Le lit vous pénètre, on y vit tout à fait, même on y pense, mollement souvent, parfois virilement et noblement. Le poète n'y dort pas, mais dehors c'est la même chose, excepté quand son lit est partagé dans certaines conditions de bonne fatigue. On ratiocine, on finit par ne plus regretter, le dehors même ancien est dès lors regrettable au sens des gens non initiés. Et puis il y a eu des sorties mémorables en ces à peu près 2 ans de cette sorte de captivité, moins la stabilité, le prestige et le sérieux. Car, d'une part, grâce à de provisoires ressources inespérées, oh, ces ressources, oh, cet inespoir, oh, ce provisoire, un voyage à une illustre station balnéaire est réalisé. Une cure, oh, comme pour quelques Richards, dans des montagnes qui sont le pied très respectable des Alpes et célébrées par le plus grand poète français avec Villon, Ronsard et Racine, concurremment avec un lac très bleu, que d'ailleurs notre poète, à nous, n'a pas vu, faute d'argent pour excursion en voiture, mais dont il aperçut les brouillards à mi-côte d'un pic fameux, tel un sourcil dans un sombre visage fantastiquement gigantesque, douches et bains, table d'hôtes, de jour en jour diminuée. La season tire à sa fin, jusqu'à ce que le poète reste seul. Excellent poisson, entre autres particularités locales, culinaires, qui se nomme Lavaret et descend de Cardon aborigène, très bon, dont le nom s'en est peut-être allé. Bon temps, en somme, intermède plus distrayant qu'il y eut lieu de le supposer. Divers incidents, dont un comique est dû à la pauvreté même. Oiseaux rares, fleurs de fleurs, paradoxe, à la pauvreté même du baigneur. La même pauvreté lui rend encore d'autres services. Elle a coutume d'en rendre tant quand elle est bien prise. Rentré au bercail sur pilotis, ou, par parenthèse, 2 mois passés auparavant à côté d'un cher ami malade aussi, et sorti en même temps,
à qui et de qui lettre de et à la station balnéaire illustre. Ah, ce furent de bons mois d'été, ainsi que plus tard ce furent avec un autre cher ami 6 douces semaines d'hiver. Au sort de là, quelque affectionné déjà que l'on fût l'un à l'autre, bien plus affectionné. C'est mieux ceci qu'une fraternité, qu'une amitié de collège. C'est comme une fraternité, une amitié de collège greffée sur l'amitié de devant. Et c'est exquis, croyez-le. Mais, à l'autre grande sortie, une vente avantageuse, par quel hasard, d'un manuscrit de vers, a ouvert les portes de l'hôpital resté toujours entrebâillées par la bienveillance du médecin en chef, à qui merci de tout cœur en ces lignes. Quelques semaines, voire 2 ou 3 mois, ont leur cours normal de vie et jusque de plaisir. Puis l'ombre de la dèche revient, précédant de peu la chose. Et c'est en ce moment qu'un soir d'été, sur une terrasse de marchand de vin traiteur, ou en compagnie, le poète, dînant à crédit, vit venir dans l'ombre humide d'un orage de tout à l'heure une forme longue, hagarde, timide et si longue. Cette forme se penchait sur lui, presque spectrale, quand une voix brisée et rauque et si faible. « Comment, vous ne me reconnaissez pas, le petit chanteur de là-bas ?»« Eh quoi, mon ami, c'est vous, mais asseyez-vous donc, garçon, un couvert et un dîner. » Car le pauvre enfant n'avait évidemment pas mangé depuis longtemps. Et il sortait, comme il le raconta, d'un hôpital et de toutes les asiles de nuit. Il y avait 2 jours de cela, et il errait. Quel haillonneux! Le dîner, à quoi quel honneur fut fait. Fini le petit chanteur, confiant à son dé l'or, et pour toujours ainsi, qui n'avait pas un sou pour se procurer un domicile. Non, je n'ai pas un sou non plus, mais ma chambre qui court encore est grande. Il y a de la place pour 2. Mais je suis malade, tuberculeux, par suite de refroidissement et de privation. Et mes accointances dans les hôpitaux. Et le surlendemain, un peu mieux d'estomac, le moral un peu remonté, un peu si mal, hélas, renippé, l'enfant de la misère honnête et pure, l'orphelin avec des parents affreux, la fleur et le fruit d'un amour 2 fois coupable, et pour finir criminel, l'abandonné, sauf par un aussi pauvre que lui et vieux en sus, mais moins atteint dans la santé, entrait dans l'établissement Louis-Philippe et 48, malade et misérable de nouveau dans les baraquements où le poète ne tarda pas à le rejoindre. Et ce furent encore des semaines relativement et positivement délicieuses, bien que mélancoliées par l'état lentement inspirant du jeune homme, qui bientôt, trop tôt sans doute, repartit pour l'asile napoléonien, d'où il entretint une correspondance avec le poète. Tout à coup, celui-ci ne reçut plus de lettres, à sa grande inquiétude. Il s'inquiéta, apprit que le convalescent avait quitté l'asile avec un mauvais rhume. Tel agit parfois cette bonne AP, et nulle nouvelle à partir de ce renseignement-là. Oublié ou mort, l'enfant pourtant si joliment, si touchamment reconnaissant, viva voce. Quoi qu'il en soit, et parce que tout ne finit pas toujours, même en France, par des chansons, cette incertitude doublement douloureuse vint attrister beaucoup son, il l'espère, cette fois, clôturante évidation des choses d'hôpital. Et sans plus que cela d'assurance,
de ne pas reprendre un jour ce travail quasiment sylvio-pelliquesque. C'est en toute mélancolie du passé et sur l'avenir qu'il prend congé du trop bénévole lecteur, que ces paroles ont pu distraire, et de vous, chère madame, qu'elles ont dû, à défaut de mieux, amuser. Deuxième partie, extrait de Chronique de l'hôpital. Décidément, tout de même, il noircit, l'hôpital, en dépit du beau mois de juin dont nous jouissons, toute verdure humide de pluie sentant bon et luisant de clarté vive. Oui, l'hôpital se fait noir, malgré philosophie, insouciance et fierté. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes, nous les poètes, aussi bien que les ouvriers, nos compagnons de misère et de salle. Et vivent les purs luxes et les femmes pures ou non, et la vraie vie vivante, pure et impure. En attendant, frères, artisans de l'une et de l'autre sorte, ouvriers sans ouvrage et poètes, avec éditeurs, résignons-nous, buvons notre peu sucré tisane ou ce coco, avalons bravement qui son médicament, qui son lavement, qui sa clinique. Suivons bien les prescriptions, obéissons aux injonctions, que douces nous semblent les injections et suaves, les déjections, et réprimons toutes les objections, sous peine d'expulsion, toujours dure, même en ce mois des fleurs et du foin, des jours réchauffants et des nuits clémentes, pour peu que l'on loge le diable dans sa bourse, et la dette et la faim à la maison. Évidemment, nous sortirons tôt ou tard, plus ou moins guéris, plus ou moins joyeux, plus ou moins sûrs de l'avenir, à moins que plus ou moins vivants. Alors nous pensons avec mélancolie, une mélancolie que j'ai déjà connue dans mes entr'actes, un tantinet rageuse, goguenarde, un petit peu reconnaissante, tour à tour et rancunière à nos souffrances morales et autres, aux médecins inhumains ou bons, aux infirmiers rosses ou pas, à telle ou telle surveillante qu'on maudissait quand on ne la mystifiait pas nous, les autres, parce qu'elle était trop bonne, etc., etc. Et peut-être un jour regretterons-nous ce bon temps où vous, travailleurs, vous vous reposiez, où nous, les poètes, nous travaillions, où toi, l'artiste, tu gagnais ton bagnouls et t'étonnes avec des fortraines suppléantes et d'élèves et quelques fresques dans la salle de garde. Oui, peut-être un jour nous reviendrons, mélodieuses du passé, ces conversations de lit à lit, de bout à bout de salle parfois. Allons, messieurs, un peu de silence donc. Nous ne sommes pas ici à la chambre. Taisez-vous, 27, espèce de cheval de retour. C'est toujours les abonnés qui font le plus de pétards. Ces discussions plus qu'animées, rien moins qu'attiques. Ils nous reviendront, ces sommeils coupés de cris d'agonie, ces vociférations de quelque alcoolique, ces réveils avec de ces nouvelles. Le 15 a cassé sa pipe. As-tu entendu ce cochon de 4? Quel nom de Dieu, ce sale ronfleur! Par-dessus tout nous reviendra, hélas, sous forme d'utile regret, ce calme sobre, cette stricte sécurité de ces lieux de douleur, certes, mais aussi de soins sûrs et de pain sur la planche. Peut-être un jour que la mort nous tâtera, que la maladie avant-courrière et fourrière nous tiendra fiévreux et douloureux, peut-être miséreux et solitaires. Les reverrons-nous, non sans attendrissement, et une sorte de triste, oh, bien triste, gratitude, ces longues avenues de lits bien blancs, ces longs rideaux blancs, car tout est long et blanc, en quelque sorte, en ces asiles. Tout sauf, en ce jour suprême de juin, pour moi, là de tant de pauvreté, provisoirement, croyez-le, car si habitué, moi, depuis 5 ans, l'hôpital avec un grand H, l'idée atroce, évocatrice d'une indicible infortune,
de l'hôpital moderne pour le poète moderne qui ne peut à ses heures de découragement que le trouver noir comme la mort et comme la tombe et comme la croix tombale et comme l'absence de charité. Votre hôpital moderne, tout civilisé que vous l'avez fait, homme de ce siècle d'argent, de boue et de crachats. Deuxième chronique. Zut alors, ne sortirais-je donc de Charybde que pour m'engager dans Scylla, et mon nom, que je voudrais purement et bonhomement poétique, va-t-il passer proverbe? Déjà quelqu'un, qui a cru bien faire, avait dit que si d'autres s'étaient servis de l'hôpital pour y mourir, moi je m'en servais, autant dire en profitais, pour y vivre, autant dire pour vivre. Pourtant, je vous donne ma parole d'honneur, que mon plus vif désir serait de mener l'existence de tant d'autres que je vaux, et je parle ici en toute modestie. Sans luxe, je n'ai aucun goût luxueux. Sans trop de grandes débauches, mon actuelle santé s'y oppose formellement, et mes principes, car j'ai des principes, ne feignez pas de l'ignorer, ô mes chers camarades. Il y aurait quelques objections, sans pause, ni excès de méchanceté, ni abus de bonté, un juste milieu entre le pire et le mieux. Pas de vertu, hélas, mais pas de vice proprement. Ni Alceste, ni pourtant Philinte. Enfin une existence de brave garçon et d'honnête homme. Dut celui-ci tirer sur le gentilhomme, car fille du gentleman. Hoc erat in botis. Au lieu de cela, depuis, je compte bien, 4 énormes années presque révolues, c'est l'inquiétude, que dis-je, le halètement, c'est la mort et l'envie de l'argent, bon courtisan aux pieds diligents, acharné après ce pauvre moi, toujours en quête du bon repos du surabri et qui fait des bonds de cabri sous les crocs de toute une race, comme pleurait un mien poème douloureux d'il y a quelques années. C'est après plus d'un an de presque insupportables souffrances physiques et morales, de trahison dont je me tais aujourd'hui, et de lutte que je dirais, et avec de courts, mais encore trop longs intervalles de déception, de déconvenue, d'inappétence et de dégoût, l'hôpital depuis 4 ans, je le répète, je compte bien, dans moins de 2 mois. Mon caractère, au fond, philosophe, ma constitution restée robuste, en dépit de cruels et surtout des plus incommodes fins et commencements de maladies, rhumatisme, bronchite, l'estomac, le cœur maintenant, m'ont amené jusqu'ici solide encore de corps et de tête. D'autre part, je n'ai qu'à me louer des bons égards et des soins assidus dont j'ai jusqu'à présent été l'objet reconnaissant. D'excellents amis ont fait pour moi ce qu'ils ont pu. Si d'autres amis m'ont déçu comme à plaisir et trompé de la meilleure foi du monde, j'admets tout cela, et que j'ai eu dans mon malheur ce que l'on appelle de la chance. Mais toujours est-il qu'il est dur, après une vie en somme de travail, agrémentée, je le concède, d'accidents où j'ai pris ma large part, et de catastrophes peut-être vaguement préméditées, il est dur, dis-je, à 47 ans d'âge, en pleine possession de la bonne réputation, du succès, pour parler l'afro-langage courant, à quoi pouvaient aspirer mes plus hautes ambitions, dur, très dur, et plus que dur, de me trouver, mon Dieu, oui, sur le pavé, et de n'avoir, pour reposer ma tête et nourrir un corps qui vieillit, que les oreillers et les menus d'une assistance publique encore aléatoire, et qui peut se lasser, Dieu d'ailleurs la bénisse, sans qu'il y ait visiblement de la faute de qui que ce soit, oh non, pas même, et surtout pas de la mienne. Qu'on m'objecte la triste mort de Gilbert, mort dont la clé est encore à trouver, celle du pauvre Hégésippe, l'épouvantable fin d'Edgar Poe, les lamentables derniers jours de notre grand Villiers, pour me bien persuader que je suis un bidard d'ainsi traîner mon âge mûr salué,
et j'ose dire aimé par toute la jeunesse lettrée, dans la fade odeur de l'iodoforme et du phénol, les promiscuités intellectuelles contre nature, l'indulgence un peu narquoise des docteurs et des élèves, toute l'horreur enfin d'une littérature misère, mal à l'abri des dernières extrémités. Vous aurez beau dire, beau faire, c'est, pour emprunter sa phrase à l'illustre Margue, de qui l'on inaugurait dernièrement la statue, en grande pompe officielle et parlementaire, c'est embêtant. Chronique 4. Le lit que j'occupe cette fois à l'hôpital Labrousse et qui porte le numéro 27 bis de la salle Seigle a cette particularité que, de mémoire de malade, aucun de tous ceux qui y ont dormi, sauf 2 ou 3 originaux, de qui je grossirais peut-être le nombre, n'y est pas mort. Ce, avec une touchante régularité d'exemples donnés et suivis. Un tel funèbre privilège n'est pas sans entourer cette couche trop bien hospitalière d'une considération vaguement respectueuse à laquelle une superstition sui generis ne reste pas tout à fait étrangère. En un mot, commençant, il n'y a pas amateur. Moi, je n'avais pas le choix. S'agissait de prendre ou de laisser. Dans un sens, laisser m'eût presque tenté, tandis que prendre, c'était le plus mauvais gîte évité, et je pris. Je pris, non toutefois sans avoir plus vu que cela mon prédécesseur que je ne connaissais pas davantage, comme on dit. Il était là, mon prédécesseur, quand j'entrais dans la salle. Ni beau, ni laid, ni à vrai dire rien. Une forme étroite et longue, entortillée dans un drap avec un nœud sous le cou et pas de croix sur la poitrine, à même le matelas, sur le lit de fer sans rideau, ainsi que sont maintenant les 3/4 des lits d'hôpital. Encore une légende qui s'en va, diraient mes éminents confrères et mes maîtres dans la chronique. Une civière dite boîte à dominos, recouverte d'un temps de lait de teinte quelconque, nuance plutôt toile à matelas, fut apportée. On y mit le paquet et en route pour l'amphithéâtre. Quelques instants après, j'étais installé dans le poussier, tout à l'heure mortuaire, et véritablement justiciable du mot d'argot que je viens d'employer, si l'on veut bien se reporter au pulvices et in pulverem reverteris de l'Église catholique. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. D'ailleurs, c'est extraordinaire, vraiment, comme ici on se familiarise avec cette chose au premier abord familière et terrible, et pourtant si banalement consolante et libératrice, la mort. Hein, dans la vie ordinaire, je ne parle pas des morts chéris, parents ou amis, je parle des quelconques des étrangers. Hein, quelle affaire! On a presque peur. Le pauvre inoffensif cadavre épouvante ou comme. Quand je grimpais mes nombreux étages, si je savais qu'à tel palier, derrière telle porte, au fond de tel appartement, il y avait un mort, comme disent les petites filles de leur toute jolie bouche toute ronde, je frissonnais malgré moi et montais très vite. Heureux temps relatif. Depuis, même avant mes actuelles mistoufles, la triste et si bête expérience m'a gardé contre ces sortes de délicieuses, au fond, émotions. Mais non de mille noms de noms, j'ai fait des progrès dans le scepticisme. Et sans poser aux vampires et aux burcolaques le moins du monde. Laissez-moi me targuer d'un gentil petit acte de comme sacrilège en dehors, si je puis parler de la sorte, en vue de bien élucider ma pensée. Songez donc, j'enfonce le chausseur de souliers d'un faux mort de La Fontaine, je dégote son vendeur de peau d'ours, et j'aplatis cet excellent curé Jean Chouard. Je me chausse même pas les souliers d'un mort, pour de vrai, fi donc. Non mais,
et que ce soit, comme je l'avoue plus haut d'ailleurs, en toute franchise, un peu à mon corps défendant, ou par une impudeur ou une impudence très préméditée, ce qui est, au fond, moins vraisemblable, je couche dans son lit à Montmort. Je couche, entendez-vous bien, dans son lit encore tout froid. Un peu 1830, ma chronique d'aujourd'hui, mais que diable voulez-vous? Par ce temps d'effréné train de siècle, n'est-il point parfois précieux de faire machine en arrière? Chronique 5. Aussi, c'est la faute à la compagnie PLM, préparer les menottes, qui fait traverser à ses trains d'omnibus toute la Bourgogne et les arrête à toutes les stations. Des stations comme Vougeot, comme Beaune, comme Mâcon, comme tant d'autres, comme toutes parbleu. Et à Mâcon, il y a 2 heures d'arrêt, après je ne sais combien de siècles en wagon, coupés à peine par des évasions, comportant tout juste le temps moral d'un vers ou de 2 vers, comme me dit à peu près Copé quelque part, depuis ce malheureux Paris qui semble s'éloigner à regret, si l'on s'en éloigne, soit, du moins momentanément, avec quelque joie naïve et pétulante d'écolière en vacances. Donc un poète, oh il en est encore, et celui-ci est tout ce qu'il y a de récent, de mieux à la dernière mode en un mot, ce qu'on fait de plus réussi dans ces articles-là. Pauvre comme Job, assez fier, bonhomme et violent, et malgré les apparences et les on-dit, pas ce qu'on appelle un bohème, ni de près ni de loin. Son horreur des brasseries littéraires n'a d'égal que son peu de répugnance pour l'hôpital quand il est malade, ce qui lui arrive quante fois, depuis que 40 et des années le contemple. Et c'est même d'un de ces Parnasses contemporains qu'il fut, ces jours-ci, dirigé pour des rhumatismes sur ce miraculeux Aix-les-Bains par la faculté jalouse de conserver à cette fin de siècle une plume aussi conséquente. Notre homme ne manqua pas, quelque soif aidant, c'est drôle comme on a toujours soif, surtout quand on n'est pas altéré, de descendre examiner en bon touriste, sinon en malade, trop prudent dans les vins offerts sur la route, buffets et buvettes, par de relativement consciencieux limonadiers, si bien qu'à Mâcon, tout le monde descend. Il avait chaud et courut à la Saône, dont le cours rapide ne le tenta pas vers un bain, mais sur les bords de laquelle il s'empressa de saluer, comme c'était son devoir, la statue de Lamartine en coup de vent, avec des bottes superbes, et quel beau manteau! Des réflexions sur la mise confortable des poètes, in illo tempore, l'occupèrent quelques instants, mais il pleuvait. Avec la Saône, que d'eau, que d'eau! Entrer dans un café voisin était dicté. Il y but, en guise d'apéritif, fit de l'helvétique Pernod et du bitter d'Outre-Rhin une franche bouteille de ce précieux vin français que le noble poète avait tant aimé et dit-on un peu vendu, non sans profit, et malheur, le revoilà plongé, après ses libations, à des mannes illustres, dans telles et telles rêveries relatives au temps béni où les poètes se trouvaient être de grands propriétaires. Toutes ces cogitations, en dépit d'un dîner passable dûment arrosé, ne furent pas sans assombrir un peu le songeur. Son visage, d'ordinaire ouvert et plutôt gai, se fronça par degrés, finissant par entrer en complète harmonie avec le costume qu'il portait, quelque chose de gris de souris, avec par endroits des détails mal élégants, un bouton sauté, quelques effilochages aux boutonnières, des rires jaunes vers les coutures. Son chapeau mou semblait lui-même se conformer à sa triste pensée, inclinant ses bords vagues tout autour de sa tête, espèce d'auréole noire à ce front soucieux. Son chapeau, pourtant joyeux à ses heures, lui aussi, et capricieux comme une femme très brune, tantôt tout rond, naïf,
celui d'un enfant de l'Auvergne ou de la Savoie, tantôt en cône fendu à la tyrolienne, et penché, crâne sur l'oreille, une autre fois facétieusement terrible, on croirait voir la coiffure de quelque bandito, sans dessus-dessous, une aile en bas, une aile en haut, le devant en visière, le derrière en couvre-nuque, puis correct et plat, avec un joli petit creux tout autour de la calotte, son fatidique chapeau qu'il avait gaiement surnommé le chapeau d'infortunatus, son coquin de chapeau, que décorait naguère encore d'un ruban moiré, moins pourtant que ses sombres cheveux, la toute belle Rita, fleur du Brésil, épanouie au cœur des bons poètes. Et ce fut ténébreux comme la nuit pluvieuse qui s'était abattue, qu'il arriva dans Aix où il dut chercher un hôtel, au sortir du poussiéreux véhicule de la calamiteuse compagnie PLM, pour suivre le malfaiteur. Le trouva-t-il, cet hôtel, et à travers quelle probablement innocente aventure? S'en souvient-il, et qui le sait? Toujours est-il que le lendemain, aux environs de midi, ne le voilà-t-il pas qui s'adresse à une respectable landlady, lui demandant une chambre. Il n'y en a pas, monsieur. Ah. Et le poète, sans plus s'inquiéter d'elle qu'elle ne s'occupait de lui, de monter pour s'assurer du fait ou pour toute autre cause. S'en souvient-il et qui le sait? Comme peu après il redescendait par un escalier très bien, ma foi, et s'apprêtait de sa jambe malade à quitter ce seuil inhospitalier, la dame de la maison, tout étonnée de le revoir, arrêtez? Pourquoi? Perché? What for? Car le poète est polyglotte. D'où descendez-vous? J'en sais rien, de là-haut. Monsieur, assez, je vais faire venir le commissaire de police. Faisez? Car le poète parle mal français quand il veut et quand il peut, poussé par les circonstances comme dans l'espèce. Et puis peut-être un peu de blague aussi. Et s'asseyant sur une banquette qui se trouvait dans l'antichambre, vous permettez? L'hôtesse ne répondit pas, mais elle détaillait la toilette de l'intrus. Ce qui paraissait ne pas la choquer le moins fut plutôt l'allure, le port, que le matériel, que l'intrinsèque, pour ainsi dire parler, de cette toilette toute nouvelle à ses yeux, gâtés par le pchut, le vlan et le coffre chic des villes d'eau. Le chapeau eut certes son suffrage, les irrégularités des vêtements aussi, mais ce qui l'étonna le plus, ce fut, je le crains, certains foulards de cachemire, nuances de vitrail XIIIe siècle, noués autour du cou avec des involtures, mais sans la bonne grâce admise. Car le poète est un dandy. Le commissaire de police arriva enfin. Commencement d'interrogatoire d'usage. Mais le poète, madame est sans doute habituée à des hôtes illustres. Je ne suis pas la reine d'Angleterre, ni le roi de Grèce, ni même le général Boulanger. Pourtant, vous admettrez, monsieur le commissaire, que j'ai droit, moi qui ne suis pas non plus le fils de l'homme, à reposer ma tête quelque part sur cette terre qui n'est pas encore le royaume des cieux. Le commissaire. Avez-vous des papiers? Voici. Très bien. Mais madame vous soupçonne d'être montée, malgré qu'elle vous eût dit qu'il n'y avait pas de chambre disponible pour emporter le mobilier? Ben, quelque chose comme cela. Et défaisant sa jaquette prestement, non sans toutefois quelque satisfaction intime et toute esthétique d'avoir pu un instant passer pour un émule, en un point important, du grand François Villon, le poète poursuivit. Voyez, monsieur, videz, Thomas, videz mes poches. Sufficite, dit le commissaire de police, homme d'esprit. Vous êtes recommandé à monsieur le docteur, allons chez lui.
et il est là une voiture découverte. Un landau, ni plus ni moins que pour un haut fonctionnaire de la RF, ou quelque hôte royal, ou bien encore tel prétendant. L'hôtesse au poète. Oh, monsieur, excusez-moi, mon Dieu, je vous prenais pour un voleur. Ah, mais c'est tout pardonné, madame. Mais au fond, comme il était flatté, à cause de Villon, d'être pris pour un mauvais garçon, il avait bien, sur sa mine peu lamartinienne, été pris jadis et naguère pour ceci et pour cela, entre autres fois pour un assassin. Seulement l'interrogatoire ayant démontré que le coupable venait d'être guillotiné, l'affaire n'eut donc pas de suite. Mais se voir considéré comme un voleur, ça, c'était du nanan. Et voilà un homme, le cœur à l'aise et dégrisé, car était-il gris? S'en souvient-il et qui le sait? Cependant le Langot stoppait devant le perron de l'hôtel. Le commissaire. Veuillez monter. Et c'est ce bon docteur qui va être surpris d'une telle arrivée officielle dans nos murs. L'hôtesse avec 1000 sourires. Oh, pardon encore, monsieur, mais vous êtes si drôlement mis. Et le poète, chatouillé cette fois dans son dandysme, fit à la brave dame un geste d'adieu de la main gracieusement agitée qu'eussent envié Charles X et Lamartine eux-mêmes. Docteur, dit-il quand la voiture les eut amenés chez l'homme de l'art, c'est moi, un tel, de la part du docteur X, et permettez-moi de me présenter, car le cas est glorieux, s'il en fut, glorieux et rare. Sous l'égide de la loi, monsieur. Excusez les fautes de l'auteur. Chronique 7. Dire que c'est, depuis novembre 86, le 3e 14 juillet que je vais passer à l'hôpital. Sans être d'une orthodoxie républicaine par trop irréprochable, j'avoue que j'adore assez, comme dit Banville, cette fête et ses rites. Bals amusants, assez décents, puisqu'en pleine place publique, comme au village, surtout à l'aube et à l'aurore, au son des orgues de barbarie remplaçant les orchestres éreintés et couchés, revue de gamins, toujours gentils, apéritifs drôlets de la grande revue déjà traditionnelle et légendaire de Longchamp, que je constate avec joie, suivi de plus en plus par une population au fond militaire et plus patriotique qu'on ne le croit à l'étranger, et chez nous autres pétrousquins. Et puis, l'anniversaire célébré, un peu absurde tout de même, n'est pas pour me déplaire complètement. Ce jour-là, le peuple commit sa première gaffe en détruisant une prison pour nobles, mais aussi son premier acte de foi, rendu plus sacré, plus cordial encore par l'esprit naïf de désintéressement sans père qui y présida. On objectera bien à l'héroïsme relatif de ces vainqueurs, de quelques invalots et de leur malignité contestable après la capitulation. N'importe, le plus grand privilège royal, le seul vraiment odieux peut-être, était renversé. La lettre de cachet jetée au panier par le seul fait de la défaite de cette forteresse du bon plaisir moyen-âgé, ou bien plutôt Renaissance, car rappelons-nous, entre autres souvenirs du lycée, que c'est François Ier qui mit la royauté hors de page. La Révolution enfin inaugurée, bien moins grâce à un épisode brutal, banal au fond, qu'à l'aide du symbolisme, oui c'est vraiment le mot, du symbolisme inconscient d'une foule sublimifiée par les conjonctures. Mais notre peuple actuel, bien moins symboliste que décadent, pour emprunter à nos querelles de mots, pendant qu'il en est peut-être temps encore, son vocabulaire très éphémère, je le crains, se moque bien entendu de ses considérations, et ce qu'il a raison. Et gamin, en avant l'artillerie! Où est le temps quand, vers la colonne de juillet, dans cette cour Saint-François, tous ou presque tous les gosses de la rue, riches de mes soins prodigués, incendiaient le trottoir et la chaussée de pétards et de fusées, et le ciel de chandelles romaines, et les murs de soleil,
suscitaient d'entre les pavés et de dessus les rebords de fenêtres, des rez-de-chaussée et d'un peu partout, de facétieux étrons de Suisse, emmenant de suraigus Vive Monsieur Paul ou Vive la République de rigueur. Et gamins, en avant les rondes et les ballons et les fromages, et une poule sur un mur, sur le pont du Gard un balier donné, c'est les chevaliers du guet. Et tout le monde en avant d'eux. Les bons sergents de ville fument leurs bouffardes sous le nez indulgent, ce jour-là des sous-brigadiers, savourant eux-mêmes crapules et deux sous la noce. Les bons ivrognes festonnent et chantonnent, en dépit des vaches non enragées par cette annuelle exception. Un air sincère de fraternité, un tantinet gouailleuse, très goualeuse, par exemple, flotte, on dirait dans les plis des drapeaux, et semble descendre d'eux dans l'âme des passants. C'est superbe et presque touchant. Et la RF, bénéficiant ce jour-là de la bride laissée sur le cou de braves populos, se redresse, se rebiffe, comme on dit au régiment, se sent jeune de ses 20 ans, de sénile que la faisait hier cette même puberté, et peut se croire aussi populaire pour un peu que feu Badingue au temps jadis, et que ce Boulange assez salement lâché d'ailleurs au temps naguère. Mais à nous autres, les embastillés de la mistoufle et du bobo, cette RF toute fière, toute joyeuse, pensa-t-elle au moins un peu à nous, ces pauvres? Mon Dieu, oui, sous les espèces d'une double ration de vin. Total, une chopine pour les malades bien portants, et d'un cadeau de 2 ou 3 sous, éclairs, baba, tartelettes. Puis le soir, retraite, pas flambeau, à 9 au lieu de 8, et permission de chanter, s'il vous plaît. Et alors, ce sont des Noëls, hélas d'Adam, des rameaux de forêt, oh là, car le Parisien, le faubourien n'est pas si sceptique qu'il ne gobe jusqu'au vrai exclusivement les airs d'église et des petits pinsons, des carmen, vous n'avez pas d'âme. Car aussi le faubourien, le rôdeur, donne dans l'élégie et coupe peu dans la politique, bonne pour quelques vieilles barbes de 71, ou dans la blague qui semblerait dévolue aux couches un peu plus aisées, sinon beaucoup plus intellectuelles du bourgeois en herbe, l'étudiant et l'artiste en fleurs, potache et rapin, ou saute-ruisseau, ou bois et maillon. L'enthousiasme, et c'est tout naturel, est assez restreint, il faut aussi bien l'avouer. Pourtant, il éclate dans certaines zones en guirlandes tricolores de papier ingénieusement comme tressées, en écussons bleus, blancs, rouges, avec en jaune d'or les initiales obligées, le tout fruit d'une souscription depuis 1 sou. Ce au nord de Paris, je ne parle que de ce que j'ai vu du nord, sérieusement démocratique, Belleville, Ménilmontant. Au sud, Faubourg Saint-Jacques, Montrouge, Calme-Plat, rien. Mais dans un de mes hôpitaux vers ces régions, les malades si froids, en apparence, je l'espère, car les sentiments profonds sont jaloux et discrets à l'égard de notre forme actuelle de gouvernement, s'épanchent en manifestations reconnaissantes et respectueuses envers leur chef de service, l'illustre et vénéré docteur, à l'époque de sa fête, qui tombe à la Sainte-G, si ma mémoire est bonne. Feston, astragales, bouquets, compliments. Et le prince de la science ne reste pas en affront, et régale princièrement ses humbles clients d'un beau concert de tasses, prudemment mais gentiment aromatisées, de thé, de café, de gâteaux et sucreries, qui mettent pour quelque temps de la joie et de la gaieté dans ces pauvres cœurs, tout gratitude pour les bons soins et la délicate attention. Et je préfère, quel que soit mon chauvinisme révolutionnaire bien connu, cette fête de la vraie fraternité,
à la tienne d'hier. Liberté, liberté chérie. Chronique 8. Car c'est la dernière de cette série, peut-être la définitivement dernière, et je croyais même bien qu'elle n'existerait pas, cette chronique-ci, que force pourtant m'est d'écrire en vue de remplir tout un petit programme d'impressions nullement socialistes, comme c'est de mode, ni surtout anarchiste, un mot bête mal emprunté au grand Proudhon d'antan par des jeunes gens aimables mais insuffisants. Donc, en décembre dernier, je fus pris subitement d'une douleur rhumatismale atroce, mais déjà ressentie jadis au genou gauche. Cette fois, c'était au poignet de la même latitude. Cela se passait dans le faubourg Saint, où se trouve un vaste hôpital dont je connaissais depuis longtemps l'excellent directeur, qui me fit admettre d'urgence dans le service du docteur T. Celui-ci fut littéralement si gentil, son interne aidant, pour moi, que j'éprouvais un littéral chagrin à me séparer de ces messieurs. J'habitais une petite salle vitrée donnant en T sur une grande, si bien que, par la disposition directe de nos lits, nous étions 5, dont moi cinquième, vers un coin, je fus induit à nous comparer à des figurants de la morgue, mais le bon docteur, au courant de mon nom, l'avait surnommé la salle des décadents. Que je fusse parfaitement heureux dans ce, j'espère encore dernier hôpital, non. Seulement, j'y vécus un mois tranquille, tout aux soins charmants et délicats d'un parfait corps médical et du personnel subalterne le plus dévoué possible. Même les camarades étaient plaisants pour la plupart et cordiaux. L'un d'entre eux particulièrement, un soldat, quel terrible homme, tout moustache, sorti à peine des bataillons d'Afrique. Il ne croyait le bon bougre ni à Dieu ni à diable, parisien en outre, et comme je lui objectais de temps en temps qu'il devait y avoir là-haut quelqu'un de plus malin que nous, et qu'il avait tort de ne pas croire en lui et de ne pas s'y fier, mon biribiste m'avait baptisé Ratichon, ce qui veut dire curé en argot. Il ne m'appelait jamais autrement, et ce sobriquet délectait beaucoup ceux de nos voisins qui avaient la force de s'amuser. Or ça, mes hôpitaux de ces dernières années, adieu. Sinon, au revoir. Alors salut, en tout cas. J'ai vécu calme et laborieux chez vous. Je ne vous ai quitté l'un après l'autre que pour en quelque sorte vous regretter. Et si ma dignité est d'homme relativement moins, pas beaucoup moins misérable que les plus tristement dénués de vos habitués, et mon juste instinct de bon citoyen, ne voulant pas usurper des lits, hélas, tant enviés par tant de pauvres gens, me précipitèrent souvent et souvent prématurée fois hors de vos portes si bénies à l'arrivée, mais pas plus qu'à la sortie. Soyez assurés, bons hôpitaux, qu'en dépit de toute monotonie nécessaire, de tout régime forcément sévère et de tous inconvénients inhérents, en définitive, à toute situation humaine, je vous garde un souvenir unique parmi tant d'autres remembrances, infiniment plus maussade que la vie extérieure m'a fait, me fait encore et me fera subir, sans nul doute, encore et toujours.